d'honneur de l'association internationale Soufi Alaouia. Vous avez fondé les Scouts musulmans de France et d'Europe. Vous êtes membre fondateur du Conseil français du culte musulman. Vous êtes en outre écrivain, pédagogue, conférencier. C'est d'ailleurs ainsi que je vous ai connu et je garde le souvenir très vivace d'une table ronde à Sciences Po Paris il y a quelques années, consacrée, c'était en 2018 je crois, consacrée à l'émir Abdelkader, une riche personnalité, on en parlait tout à l'heure, hélas méconnue des Français. Vous êtes un homme de dialogue, vous parcourez le monde en messager de la paix, vos avis sont recherchés par les décideurs politiques et les leaders spirituels. Votre voix a été entendue lors du sommet des consciences de la COP21 à Paris en 2015. Vous êtes surtout un homme de conviction et d'action. Vous êtes l'initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, on en a parlé tout à l'heure, le 16 mai. Vous avez mené à cette fin une campagne de 4 années pour aboutir à la résolution votée à l'unanimité en décembre 2017 par les 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous êtes un acteur incontournable du dialogue interreligieux au travers de vos rencontres avec les plus hauts dignitaires des différentes religions, du pape au Dalai Lama. Vous vous consacrez aux valeurs universelles partagées, des valeurs chères à Léopold Sédar Senghor. Cher Monsieur Khaled Bentounès, je vous cède le micro. Bravo. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Je suis très ému et je remercie beaucoup, je vous remercie, vous particulièrement, et puis tous les membres de ce prestigieux, je dirais, pour moi, garder la mémoire de Léopold Senghor dans ce lieu qui est un lieu historique, un lieu de décision, où beaucoup de lois ont vu le jour, des lois qui permettent à ce pays de fonctionner avec la liberté, l'égalité et la fraternité, même s'il y a bien sûr de temps en temps des dérapages, comme nous sommes que des êtres humains, et que nous pouvons faire des impairs, mais c'est le souvenir de tout un héritage, et le fait que le nom du président Senghor soit cité dans cette maison est pour moi un grand honneur parce qu'il est connu, en tous les cas africain. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai connu quelqu'un qui était très très proche de lui, qui était son ministre et son représentant au niveau des Nations Unies, qui était l'ami de mon père et qui était un de ses élèves depuis les années 59. Donc c'est une vieille connaissance qui est toujours en vie et c'est le doyen de la Fondation Senghor. Donc pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir et la gravité de la situation, j'avais bien sûr mis quelques mots sur du papier, mais je crois que les circonstances, et je m'en excuse et vous allez me pardonner, de permettre de ne pas lire le texte, mais de vous parler à tête et à cœur ouvert, parce que nous sommes en train d'atteindre un point de non-retour. Et nous sommes toujours dans cette inconscience en croyant que les choses vont peut-être s'améliorer, parce que nous sommes habitués à ce que les choses, nous avons les moyens matériels ou militaires ou je ne sais quoi qui peut changer. Là, nous avons, comme l'a dit récemment le président de la République, nous avons changé d'époque. Il faut le comprendre. Nous avons changé d'époque.
Et ce n'est pas pour nous, parce que nous, notre époque restera toujours la même. Mais les générations à venir ont changé d'époque. Et ça, il faut le comprendre. Et il faut leur laisser un message, il faut leur laisser des indications, il faut leur laisser une feuille de route qui leur permet de reconstruire le monde de demain. Parce qu'ils vont vivre dans un monde de tension, de conflit. Et le plus grave, ce n'est pas la guerre qui est à notre porte. Le plus grave, c'est le réchauffement climatique, dont on n'a pas pris conscience. Et là, il n'y a aucune arme qui peut l'arrêter, aucun mur qui peut l'arrêter, aucune technologie qui peut l'arrêter. Et ça, je crois qu'on est encore tout à fait inconscient, habitué à vivre dans un monde qui nous a gâtés, qui nous a offert peut-être à une partie de l'humanité, pas à toute l'humanité. Mais aujourd'hui, ce choc, moi je le vois comme un choc salutaire. Il faut le prendre comme quelque chose de positif pour réveiller les consciences, travailler sur nous-mêmes et revenir aux fondamentaux, aux valeurs fondamentales qui construisent et qui ont construit l'humanité. Ces valeurs sont fondamentales, sont la solidarité, ces valeurs sont fondamentales, c'est la dignité, c'est la clairvoyance, c'est l'entraide, c'est tout ce que aujourd'hui il y a une inversion de valeurs. C'est au plus fort, c'est au plus malin, c'est au plus... Oui, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des guerres. Les guerres ne se sont jamais arrêtées, mais elles étaient plus ou moins loin de l'Europe. Elles se passaient en Afrique, elles se passaient au Moyen-Orient, elles se passaient peut-être en Asie du Sud-Est. Mais là, c'est au cœur de l'Europe. Et dans un lieu qui est le grenier du monde, ne l'oubliez pas. Il y a des pays aujourd'hui, leur question, ce n'est pas la guerre, leur question, comment manger demain. Parce qu'ils ont 90 jours de provision. Et ça, la presse n'en parle pas. Et elle ne parlera jamais. Parce que c'est les sans-voix. Ils ne sont pas comptés. Mais c'est des millions. Cette année, en Afrique du Nord, il n'y aura pas de récolte. Il n'a pas plu. Et cette sécheresse, c'est une sécheresse qu'on n'a pas vue depuis 40 ans. Ni le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni la Libye, ni l'Égypte. Il n'y a pas de pluie. Donc, pas de récolte. Et pour ces pays-là, la question va se poser de manger le pain. Vous savez que la farine et le couscous dans ces pays-là est très important. Et ce grenier à blé qui est l'Ukraine, là aujourd'hui, les ports, le port d'Odessa, Mariupol, c'était les ports par lesquels transitait tout le blé qui venait vers ces pays-là. Il y a l'Inde, c'est plus d'1 milliard de personnes. Ils mangeaient de ce blé-là. Il y a l'Indonésie. Donc vous voyez que plus on approche du problème et plus on voit la répercussion sur une multitude de choses, et nous sommes encore à nous regarder comme chiens et chats, et nous sommes encore dans une logique de sécuritaire et pas une logique de paix. Et c'est là ce qui m'amène à parler de la paix et du vivre ensemble. Cette troisième voie, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit foi, oui, il faut y croire. Et il faut la porter, il faut des aides pour la porter, il faut des aides pour l'incarner. Il faut taper à toutes les portes. L'histoire de l'EGIVEP, c'est 3 années de travail et de porte-à-porte, d'une délégation à une autre, d'un pays à un autre, d'un ministre à un autre. Ça n'a pas été facile. Il y a ceux qui nous ont fermé la porte. Il y a ceux même qui nous ont menacés
le 8 décembre 2017, l'Assemblée générale, avec les 193 pays membres, par consensus, parce qu'on ne dit pas comment les diplomates le savent, il y a peut-être ici des diplomates qui le savent, aux Nations Unies, il y a deux façons de voter. Il y a le consensus et il y a la voix majoritaire. Et quand le président, je ne savais même pas d'ailleurs à cette époque qu'il y avait un président aux Nations Unies, chaque année, il y a une élection d'un président pour recevoir les présidents, les chefs d'État, bon, les personnalités, les premiers ministres, mais jamais il ne reçoit un président d'une ONG. Ça s'était jamais vu. Mais la chance, ou je ne sais pas, il y a peut-être d'autres, des choses qui vous permettent d'ouvrir des portes qui ne se sont jamais ouvertes. Et il y a eu une rencontre de quelques minutes avec lui qui s'est transformée en plus d'une heure. Alors qu'on nous avait accordé la rencontre avec le président pour 5 minutes. Ça s'est transformé 1h15. Et ça, c'était. Le secrétariat général était ébahi. Comment et pourquoi, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils se disent? Et bien, on parlait du vivre ensemble. Et de l'importance de cette journée. Et elle a été faite. Parce que n'oubliez pas, le 8 décembre, la tension qu'il y avait entre les États-Unis et la Corée du Nord. On était aussi au même point. Rappelez-vous, parce qu'on oublie les choses. La tension qui régnait au niveau des Nations Unies, avec le président Trump qui avait menacé la Corée du Nord de l'anéantir, et la décision qu'il avait prise, nous sommes au Sénat, les choses, on n'a rien à se cacher, c'est des choses qui sont réelles. Il avait aussi décidé que Jérusalem sera, l'ambassade des États-Unis sera déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Et ça avait, donc, deux choses avaient créé une tension. Et ce jour du 8 décembre, à l'Assemblée générale, il y avait en même temps le Conseil de sécurité qui se tenait juste après l'Assemblée générale. Alors, voyez les gens, voyez les diplomates, les responsables des délégations, comment ça... Et moi, je peux vous assurer que j'ai vu de mes yeux l'humanité, un corps. Bon, on va me dire, ben, il est peut-être un petit peu... je suis cher du conflit des Sophie, donc les Sophies, un petit peu, ils volent un petit peu, quoi. Bon, et bien, je l'ai vu, cette humanité. Dans le message que j'avais transmis à l'ambassadeur d'Algérie qui a présenté, parce que ce n'est pas une ONG qui présente une résolution, il faut un pays. Et ça a été l'ambassadeur d'Algérie, forcément je suis algérien, donc, qui a présenté cette résolution. Et les mots que j'avais donnés à l'ambassadeur de dire, comment ça avait agi sur les gens, sur les représentants des pays, sur les délégations. Et vous avez aux Nations Unies un compteur qui indique les pays et les voix. Et le compteur a commencé à tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que, par consensus, s'il y a un pays qui dit non, tout tombe. S'il y a un seul pays, un seul, qui s'abstient ou qui dit non, la résolution tombe. Donc, le président m'avait averti en me disant, mais vous jouez à la roulette russe. C'est le cas de le dire. Eh bien, nous rejouons à la roulette russe. Tentons le tout pour le tout. Allons pour la paix. Allons pour le vivre ensemble. Ça a marché. Ça a marché. Et ça a été, je vous dis, quand le marteau est tombé,
Et la résolution a duré, elle a dépassé le temps. Comme je le dépasse, je pense, Monsieur le Président, vous m'excusez. C'est bon. Le temps a dépassé, que le Conseil de sécurité, les représentants ne venaient pas. On avait retardé le Conseil de sécurité, la résolution n'était pas encore faite. Eh bien, quand le marteau est tombé, tout le monde s'est levé. Et là, il y avait l'humanité. Pour une fois, il y avait des pays, des représentants du pays, mais il y avait autre chose. Cette tension depuis des mois, cette pression de la tension qu'il y avait entre les États-Unis et la Corée du Nord, cette pression qu'il y avait que, quand même, un président a violé les lois de l'ONU. Un chef d'État avait violé des résolutions des Nations Unies. Donc c'était vraiment tendu. Et bien ça a ouvert cette porte. Et naît cette journée du vivre ensemble en paix. Donc je continue tout simplement pour vous dire, c'est un chemin de crête. Nous sommes, vous savez, les chemins de crête sont toujours les chemins les plus difficiles. Je ne vous dis pas que nous avons la vérité avec nous, je ne vous dis pas que nous sommes les meilleurs, je ne vous dis pas, mais je vous dis que la solution, si on veut trouver une solution, elle est là. Elle est dans le vivre ensemble en paix. Et pour cela, il faut l'enseigner, il faut éduquer. On ne récolte que ce qu'on sème. Et c'est par l'éducation qu'on peut arriver à changer les choses. Mais les politiques ne veulent pas entendre ça. Parce que c'est long terme. C'est le long terme. Il faut investir. Mais oui, investir dans l'éducation et la culture de paix. Il faut qu'elle soit dans les programmes scolaires de nos enfants. Comment voulez-vous changer les choses? Comment voulez-vous qu'on puisse changer les choses? C'est là. C'est ça le talon d'Achille de notre société. Aujourd'hui, les enfants vivent dans le virtuel. Ils sont dans un monde imaginaire. Tuer ou regarder des bombes tomber, ils jouent tous les jours avec leur téléphone, avec leur smartphone, à la guerre. C'est quelque chose qui est devenu... On a l'impression, quand on regarde à la télévision, que les gens qui se présentent, qui parlent de la guerre, comme si c'était quelque chose, comme si c'était une chose. Ah oui, les médias, mais les médias sont l'influence, malheureusement. Ils ont une influence énorme. Les réseaux sociaux, c'est pire. Donc on rentre dans le monde virtuel. On a besoin d'un nouveau récit. D'un récit rassembleur. De réconcilier la famille humaine. De rassembler cette famille, de lui dire que nous sommes tous de la même alphabet. Nous sommes tous de la même alphabet. Il y a des lettres droites, il y a des lettres rondes, il y a des lettres tordues. Le Z ne ressemble pas au I et le I ne ressemble pas au T. Mais essayez d'enlever 1, 2, 3 lettres parce que vous n'aimez pas ou parce que vous ne l'appréciez pas. Enlevez-la et vous ne pouvez plus écrire. Toutes les connaissances que nous avons sont dans 26 lettres en langue latine, en langue française et 28 en langue arabe et peut-être, je ne sais plus combien dans les autres langues. Mais toutes ces lettres, individuellement, elles ne signifient rien. Mais quand rattachées l'une à l'autre, elles ont du sens. Elles nous parlent. Elles nous éduquent. Elles nous transmettent des connaissances. Elles nous transmettent des savoirs. Elles nous transmettent notre histoire, notre mémoire. Elle est dans 28 lettres. Et pas que la nôtre, mais la connaissance de l'univers tout entier. Vous ne trouvez tous les livres qui sont dans la Bibliothèque nationale et ceux qui sont tous en France se résument à 26 lettres. Il n'y a pas une lettre de plus. Et c'est nous, en tant que membres, en tant que quantité, en tant que personne, nous faisons corps avec cette humanité. Chacun de nous est une cellule de ce corps qui s'appelle l'humanité. Qu'on le veuille ou pas. Je vais vous dire les statistiques, je vais vous dire, oui, j'ai des rapports du secrétaire général. Vous savez combien comptent les conflits par an?
On s'est rassemblés les Nations Unies ont fait un seul sommet de l'humanité, un seul, depuis que les Nations Unies existent, un seul sommet. On l'a fait en 2016 à Istanbul, du 23 au 26 mai. Le premier et le dernier. Et dans ce sommet, il y avait tous les ONG accrédités auprès de l'UCOSOC et tous les représentants du pays. D'ailleurs, la France était très très bien représentée. Il y avait des ministres, il y avait les Américains, il y avait les représentants du monde entier. Et on se projetait dans l'avenir et de voir comment cette humanité pouvait juridiquement, politiquement, avoir du sens pour nous tous. Qu'elle devienne un corps, qu'elle puisse parler, qu'elle puisse exprimer, qu'elle ne reste pas juste une idée philosophique, mais quelque chose de palpable au niveau du droit, de la juridiction, pour résoudre les problèmes. Et à l'unanimité, ça a été voté, on a voté ça. Et puis, dans cette même, le secrétaire général avait fait son rapport, les conflits coûtent à l'humanité 13,4%. Écoutez, 13,4% de son économie. Ça représente combien? En 2016, ça représentait 14 300 milliards de dollars. 14 300 milliards de dollars. On ne le dit pas. Mais aujourd'hui, ça représente rien. En 2021, ça représente combien? Allez voir les chiffres. C'est effarant. Ça, c'est en monnaie. Mais en être humain, en vie, en destruction, ça coûte combien? Qui peut le chiffrer? Qui peut chiffrer le malheur de ceux qui ne sont pas morts, qui restent vivants, mais estampillés? Des enfants qui nous ont nés dans la guerre, qui ont grandi dans la guerre. Et ça, il y en a partout. En Syrie, en Libye, en Irak, en Birmanie, je sais pas. Et demain, ça sera l'Ukraine, et puis après, et puis ça sera la Pologne, et puis ça sera l'Allemagne, et puis ça sera la France, et puis on n'y voit rien. Ah. Mais je vous dis, nous, un feu peut se transformer en incendie. Soyez raisonnables. Un feu peut se transformer en incendie. Le Covid est venu nous réveiller. Je vous assure, 2 années de Covid, il est venu nous réveiller. On a eu la guerre avant la guerre, le confinement avant le confinement, le couvre-feu avant le couvre-feu. Vous n'étiez pas en couvre-feu? Qui n'était pas en couvre-feu? Nous, on était en tous les cas dans le sud en couvre-feu. On avait 2 kilomètres. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 kilomètres du village que j'habite. Les parents ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants ou leurs enfants. Les villes étaient renfermées sur elles-mêmes. Les avions étaient au sol, cloués au sol. Les frontières des pays fermées. Le Maroc, à peine, ma fille, elle vit au Maroc, elle était coincée jusqu'à... Ils ont ouvert quand? Au mois de février seulement. C'était fermé, vous ne pouvez pas aller voir les uns les autres. Donc, on a eu comme une répétition. Il est venu nous dire, regardez la fragilité de votre société. Un virus, regardez ce qu'il peut faire. Il nous a montré la fragilité de nos sociétés, qui se croient tout permis, qui savent tout, qui ont technologie au-dessus de tout. Et quelle leçon on a retenue? Il y a eu combien de millions de morts? C'est 10 millions de morts, le Covid-19. On est revenu à nos habitudes. Le Covid est fini. Il n'est pas tout à fait fini, parce qu'il y a encore des... Eh bien, rebelote, on prend... Et rebelote. Alors, chers amis, vous devez parler de l'influence de la francophonie. C'est 88 pays. 88 pays qui parlent cette langue. 88 pays qui aujourd'hui sont reliés, c'est liens de langue, c'est liens
qui permettent la compréhension, qui permettent la circulation des connaissances, qui permettent des échanges, qui permettent... Il faut plus que jamais les renforcer. Mais dans la fraternité, dans cette liberté, cette égalité, cette fraternité qui est affichée sur tous les bâtiments de la République. C'est la devise. C'est la devise. Et répondre à ce défi qu'on a devant nous. Non, la fraternité humaine l'emportera dans ce défi et dans ce moment. Il faut des liens solides. La francophonie, c'est à ce moment-là qu'elle doit servir. Ce n'est pas qu'une question de poésie, ce n'est pas qu'une question de littérature. C'est plus profond que ça. C'est les liens. Et nous avons tous, qu'on le veuille ou pas, une marque indélébile de ce lien. Regardez votre nombril. Et vous verrez si vous êtes lié à quelqu'un ou pas. Et si ce quelqu'un est lié à un autre. Regardez. Je ne vais pas quand même vous amis, vous le montrer, vous l'avez tous. Hommes et femmes. Est-ce que vous êtes lié à quelqu'un? Et vous êtes lié à votre mère. Et votre mère à sa mère. Et vous voyez que toute l'humanité, vous êtes le descendant d'une multitude d'êtres. Depuis les temps les plus immémoriaux, nous sommes liés à ceux qui ont gravé dans les pierres, qui ont dessiné dans des grottes. Nous sommes une famille adamique. Nous sommes le principe d'une unité. Qui c'est, bien sûr, c'est le propre de la vie. Et nous sommes arrivés à un seuil aujourd'hui où il faut retrouver ce principe d'unité, d'humanité. Sinon, on va être dans l'inhumanité, l'inversion. Voilà ce que je voulais vous dire.